Bienvenue sur Bibliovoix. Imaginez un instant que vous entrez dans une pièce remplie d'inconnus. Avant même que vous n'ayez prononcé un seul mot, avant même que votre intelligence ou votre bonté ne puisse s'exprimer, le monde a déjà rendu son verdict. En une fraction de seconde, votre vêtement, votre posture et l'éclat de votre montre ont tracé les contours de votre identité aux yeux des autres. C'est la cruelle réalité de notre existence. Nous vivons dans un monde qui juge le livre à sa couverture et où l'apparence de la pauvreté agit comme un mur invisible entre vous et vos opportunités. Dans cet ouvrage, nous explorons la machiavélisme de l'apparence. Pourquoi le respect est-il devenu un luxe conditionné par le compte en banque? Comment la société parvient-elle à transformer une situation financière précaire en une cage psychologique qui étouffe vos talents? Nous allons décortiquer ensemble l'ingénierie du prestige et cette malédiction de l'ombre qui fait que les alliés fuient l'odeur du besoin pour se rapprocher de l'éclat de la réussite. Ce livre n'est pas une simple critique de la superficialité humaine, c'est un manuel de survie et de reconquête. C'est une invitation à comprendre les codes silencieux du pouvoir pour ne plus en être la victime. Car s'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, il décide souvent de celui qui sera invité à la table et de celui qui restera à la porte. Parce que chaque voix mérite d'être entendue au-delà des apparences et que votre valeur ne dépend pas de ce que vous possédez, rejoignez la famille Bibliovoix pour qu'ensemble nous redonnions du sens à l'humain. La psychologie de la première impression. Pourquoi, malgré toute notre éducation et notre prétention à l'objectivité, sommes-nous incapables de ne pas juger au premier regard? Ce chapitre explore le phénomène de la cognition rapide, ce mécanisme de survie ancestrale qui pousse notre cerveau à évaluer un inconnu en moins de 7 secondes. Dans ce laps de temps infime, l'esprit ne cherche pas à connaître votre valeur morale ou votre génie intellectuel. Il cherche des indices de statut, de pouvoir et de fiabilité. C'est ici que s'installe le redoutable effet de halo. Si votre apparence suggère la réussite, par une tenue soignée ou une posture assurée, votre entourage vous prêtera inconsciemment des qualités de compétence, d'intelligence et d'honnêteté. À l'inverse, l'apparence de la pauvreté crée un biais de négativité immédiat. Le monde ne voit pas votre lutte ou votre résilience, il voit une menace ou une défaillance. La couverture devient alors un filtre déformant. Une personne mal vêtue qui énonce une vérité profonde sera souvent ignorée, tandis qu'une banalité prononcée par un homme en costume sera accueillie comme une parole de sagesse. Ce chapitre décortique comment la société a transformé l'esthétique en une forme de monnaie sociale. Nous analysons pourquoi l'esprit humain préfère la paresse des stéréotypes à l'effort de la compréhension. En comprenant que la première impression est une porte qui se ferme ou s'ouvre avant même l'échange verbal, nous découvrons que maîtriser son image n'est pas une question de vanité, mais une nécessité stratégique. Il s'agit de reprendre le contrôle sur le récit que les autres écrivent à votre sujet afin que votre contenu ait enfin la chance d'être lu. La malédiction de l'ombre. Dans ce chapitre, nous plongeons au cœur d'une injustice cognitive brutale, la manière dont la précarité matérielle agit comme un écran de fumée, rendant vos talents invisibles aux yeux de la société. C'est ce que nous appelons la malédiction de l'ombre. Le monde fonctionne selon un mécanisme de validation sélective. Lorsqu'un individu affiche les signes extérieurs de la richesse, la société projette sur lui une aura de compétence. On suppose qu'il est brillant parce qu'il a réussi. À l'inverse, la pauvreté déclenche un mécanisme de stigmatisation qui étouffe la perception des capacités réelles. Un talent exercé dans le besoin est souvent perçu comme de la simple débrouillardise, tandis que le même talent exercé dans l'opulence est célébré comme du génie. Nous explorons ici le concept de charge mentale de la survie. La pauvreté ne se contente pas de masquer vos compétences, elle les consume de l'intérieur. Lorsque l'esprit est accaparé par la résolution de problèmes immédiats et vitaux, se loger, se nourrir, survivre au lendemain, il ne reste que peu de place pour l'éclat créatif ou l'affirmation de soi. Cette ombre n'est pas seulement sociale, elle est psychologique. À force d'être ignoré ou sous-estimé par le regard des autres, l'individu finit par internaliser ce doute, enterrant ses propres capacités sous le poids du mépris ambiant.
Ce chapitre dénonce la perte immense que subit la société en ignorant ces génies de l'ombre. Il explique comment le manque de ressources prive les individus de la scène nécessaire pour démontrer leur valeur. Nous analysons enfin comment briser cette chape de plomb en apprenant à dissocier sa valeur intrinsèque de sa situation financière, une étape cruciale pour forcer la lumière à traverser l'ombre et obliger le monde à reconnaître le talent là où il se cache. Le piège du respect conditionnel. Ce chapitre explore l'une des dynamiques les plus sombres de nos interactions sociales, la corrélation illusoire entre la valeur monétaire et la valeur de la parole. Pourquoi, dans une réunion ou un débat public, le silence s'impose-t-il naturellement lorsqu'un homme fortuné prend la parole, tandis que l'on coupe sans hésitation celle d'un individu aux revenus modestes? C'est ce que nous appelons le piège du respect conditionnel. Nous analysons ici comment le système capitaliste a profondément altéré notre psychologie sociale. Dans l'inconscient collectif, la richesse est perçue comme un indicateur de sagesse, de discipline et d'intelligence. En conséquence, nous accordons un crédit d'écoute automatique aux nantis, transformant chacune de leurs opinions en vérité universelle. À l'inverse, la pauvreté est injustement traitée comme un échec de caractère. Celui qui ne possède rien est perçu comme celui qui n'a rien à enseigner. Son silence n'est pas un choix, c'est une condamnation imposée par le regard d'autrui qui juge ses paroles comme étant sans valeur car non monétisées. Le chapitre décortique ce mécanisme de hiérarchisation de la dignité. Nous voyons comment ce respect biaisé crée une chambre d'écho où seules les perspectives des classes dominantes circulent, privant la société de la sagesse et de l'expérience de ceux qui luttent au quotidien. En examinant ce biais de prestige, nous révélons que le respect ne devrait jamais être une récompense liée au succès financier, mais un droit humain fondamental. Ce chapitre est un appel à la désobéissance cognitive. Il nous apprend à déceler ce piège pour réapprendre à écouter la vérité, peu importe l'étoffe de celui qui la prononce, et à briser ce silence forcé qui étouffe les voix les plus nécessaires. L'ingénierie du prestige. Dans ce chapitre, nous passons de la psychologie passive à l'action stratégique. Nous explorons comment certains individus parviennent à dominer un espace social avant même d'avoir ouvert la bouche. C'est ce que nous nommons l'ingénierie du prestige, l'art de construire une infrastructure visuelle qui impose le respect et installe une zone d'influence immédiate. Le prestige n'est pas un accident, c'est une construction. Le cerveau humain traite les signaux visuels bien plus vite que le langage. En utilisant des codes spécifiques, la précision d'une coupe de vêtements, la qualité d'un accessoire, la maîtrise de la posture, un individu peut modifier la météo sociale d'une pièce. Ce chapitre décortique comment ces symboles de statut agissent comme des arguments silencieux qui préparent le terrain pour la persuasion. Lorsque vous maîtrisez cette ingénierie, vous n'entrez pas simplement dans une pièce, vous y projetez une autorité qui force les autres à ajuster leur comportement. Nous analysons également le concept d'ancrage de supériorité. En affichant des signes de succès, vous créez un biais de confirmation chez vos interlocuteurs. Ils chercheront des preuves de votre compétence pour justifier l'impression de prestige que vous dégagez. C'est une forme de manipulation bienveillante ou de protection sociale qui permet de contourner les préjugés liés à la classe. L'ingénierie du prestige ne consiste pas à être superficielle, mais à comprendre que dans le théâtre de la vie, le décor influence la réception du texte. Ce chapitre vous enseigne comment utiliser ces outils pour créer un périmètre de pouvoir, garantissant que lorsque vous prendrez enfin la parole, votre audience sera déjà psychologiquement disposée à vous suivre. La crédibilité perdue. Ce chapitre lève le voile sur un paradoxe cruel du monde du travail. La compétence ne suffit plus si elle n'est pas enveloppée dans les codes du succès. Nous explorons ici le lien invisible qui unit dans l'esprit des décideurs l'opulence apparente et la fiabilité professionnelle. Pourquoi un consultant en costume sur mesure est-il jugé plus crédible qu'un expert en tenue décontractée à connaissances égales? C'est le règne de la crédibilité par procuration. Nous analysons le mécanisme psychologique selon lequel nous projetons la gestion des finances personnelles sur la gestion des projets professionnels. Dans l'inconscient collectif, celui qui semble avoir réussi, posséder des biens, afficher un certain train de vie, est perçu comme quelqu'un qui sait faire. La richesse devient alors un proxy de l'intelligence.
À l'inverse, la précarité ou même une apparence trop modeste entraîne une érosion de la confiance. Si cet individu est si brillant, pourquoi n'est-il pas riche ? Ce biais dévastateur condamne des talents exceptionnels à rester sur la touche, simplement parce qu'ils ne possèdent pas les apparats de leur fonction. Le chapitre examine également comment cette dynamique crée une barrière à l'entrée invisible. La crédibilité perdue n'est pas le fait d'une erreur technique, mais d'une faute esthétique aux yeux d'un système superficiel. Nous voyons comment ce lien injuste force les professionnels à investir dans un costume de théâtre pour rassurer leurs partenaires. Enfin, nous discutons de la manière dont cette illusion peut être retournée. En comprenant que la confiance professionnelle est une construction visuelle autant qu'intellectuelle, on peut apprendre à projeter les signaux de la réussite pour enfin obtenir la plateforme que nos compétences méritent. La loi de l'attraction sociale. Dans ce chapitre, nous abordons l'une des réalités les plus brutales des dynamiques humaines. Pourquoi, au moment précis où nous avons le plus besoin de soutien, les alliés potentiels semblent-ils s'évaporer ? Ce phénomène n'est pas dû à une simple méchanceté gratuite, mais à un mécanisme psychologique que nous appelons l'odeur du besoin. Le besoin, lorsqu'il est palpable, agit comme un répulsif social. En psychologie de l'influence, l'attraction repose sur la promesse d'un échange de valeurs. Or, celui qui affiche une nécessité urgente est perçu, consciemment ou non, comme un puits sans fond qui risque de consommer les ressources des autres sans pouvoir rien offrir en retour. Nous analysons ici le biais de survie sociale. Les individus cherchent naturellement à s'associer à la force et au succès pour renforcer leur propre position. La détresse, parce qu'elle est contagieuse et anxiogène, déclenche un réflexe de fuite. Le chapitre explore comment cette dynamique crée un cercle vicieux tragique. Pour obtenir de l'aide, il ne faut surtout pas avoir l'air d'en avoir besoin. C'est le paradoxe de la banque appliqué aux relations humaines. On ne prête qu'aux riches. Nous décortiquons comment la posture de manque altère votre langage corporel, votre ton de voix et votre capacité de négociation, envoyant des signaux de désespoir qui font chuter votre valeur marchande sociale. Enfin, nous apprenons comment masquer cette odeur pour la transformer en un parfum d'ambition. En changeant le récit du besoin vers celui de l'opportunité de collaboration, vous inversez la loi de l'attraction. Ce chapitre est une leçon magistrale sur l'art de la rétention émotionnelle. Comment garder sa dignité pour rester attractif, même dans les moments les plus difficiles, afin de transformer les fuyards en alliés fidèles. Le langage silencieux. Dans ce chapitre, nous explorons l'idée que la négociation commence bien avant que le premier chiffre ne soit prononcé ou que la première proposition ne soit soumise. Il existe une conversation souterraine, un langage silencieux composé de votre allure personnelle et du décor dans lequel vous évoluez. Ce chapitre démontre comment ces éléments agissent comme des multiplicateurs de force, ou au contraire comme des poids qui plombent votre pouvoir de persuasion. L'allure n'est pas qu'une question de mode, c'est une question de territoire psychologique. Une personne dont l'aspect est impeccable projette une image de maîtrise de soi. Si vous semblez capable de gérer votre propre image avec rigueur, votre interlocuteur en déduira inconsciemment que vous êtes capable de gérer des dossiers complexes avec la même précision. C'est l'application de la théorie des signaux. Dans un monde d'incertitude, nous utilisons des indices visibles pour deviner des capacités invisibles. Nous analysons également l'impact crucial de l'environnement. Négocier dans un bureau luxueux, un café branché ou un coin de rue délabré change radicalement la valeur perçue de vos paroles. Le cadre agit comme un écrin, il définit le prix de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous décortiquons comment la scénographie d'une rencontre, le choix du siège, la gestion de l'espace et même les objets qui vous entourent peut créer un sentiment d'ascendant ou de subordination. Ce chapitre vous apprend à devenir le metteur en scène de vos interactions. Vous découvrirez comment utiliser l'allure et l'environnement pour établir un rapport de force favorable en apprenant que dans toute négociation, celui qui contrôle l'esthétique du moment possède déjà une option sur la victoire finale. Les prisons des attentes. Ce chapitre aborde l'un des aspects les plus insidieux de la stigmatisation sociale, la manière dont le regard d'autrui façonne notre propre réalité.
Nous explorons ici le concept des prisons des attentes, ou comment la société, dès qu'elle détecte chez vous les signes de la précarité, cesse d'espérer quoi que ce soit de votre part, vous condamnant ainsi à une forme d'échec par défaut. Le mécanisme central ici est celui de la prophétie autoréalisatrice. Lorsque la société perçoit la pauvreté, elle active instantanément un script de basses attentes. On n'attend plus de vous que vous soyez innovant, audacieux ou leader. On attend seulement que vous soyez assisté, résigné ou invisible. Ce chapitre décortique comment ce manque d'attente de la part des professeurs, des employeurs ou des partenaires se transforme en un plafond de verre psychologique. Si personne ne vous croit capable d'escalader la montagne, les mains que l'on pourrait vous tendre restent dans les poches. Nous analysons également l'impact dévastateur de la menace du stéréotype. À force d'évoluer dans un environnement qui vous regarde comme un échec en puissance, vous finissez par absorber ce regard. La prison n'est alors plus seulement sociale, elle devient interne. Vous commencez à jouer le rôle que l'on a écrit pour vous, limitant vos propres ambitions pour correspondre à l'image médiocre que le monde vous renvoie. Enfin, ce chapitre propose des clés pour briser ces barreaux invisibles. Il s'agit de comprendre que les attentes des autres ne sont pas des faits, mais des préjugés. En apprenant à rejeter le script imposé et à cultiver une insubordination de l'image, vous pouvez forcer la société à réviser son jugement et sortir de la cellule où l'on a tenté de vous enfermer. L'économie de la dignité. Dans ce chapitre, nous explorons une vérité dérangeante. Dans le système moderne, la dignité n'est plus un droit inaliénable, mais une variable ajustée selon le pouvoir d'achat. Nous analysons ici les mécanismes de l'économie de la dignité, où la qualité du traitement que vous recevez, que ce soit dans un service public, un commerce ou une interaction sociale, est directement proportionnelle à votre capacité supposée à consommer. Nous décortiquons comment le capitalisme a transformé le respect en un service premium. Celui qui possède les moyens financiers achète non seulement un produit, mais aussi le privilège d'être traité avec déférence, patience et considération. À l'inverse, l'individu dont les signes extérieurs trahissent une faiblesse économique subit une forme de déshumanisation bureaucratique. Il est perçu comme une charge, un coût ou une statistique négligeable. Ce chapitre révèle comment la société a discrètement remplacé le concept de citoyen par celui de client. Si vous ne pouvez pas acheter, vous cessez virtuellement d'exister aux yeux de la structure sociale. Nous examinons également le phénomène de la dignité performative. Pour obtenir un minimum d'égards, les individus en situation de précarité se sentent obligés de mettre en scène une solvabilité qu'ils n'ont pas, dépensant parfois leur dernier recours pour ne pas être humiliés. C'est le coût caché de la pauvreté, devoir payer pour être regardé comme un humain. Enfin, ce chapitre invite à une prise de conscience radicale. En comprenant que ce système traite l'humain comme une marchandise cotée en bourse, nous pouvons commencer à déconnecter notre valeur intrinsèque de notre compte bancaire. C'est un appel à restaurer une économie de l'être, où la dignité ne serait plus une option payante, mais le socle de toute interaction. Machiavélisme de l'apparence. Dans ce chapitre, nous franchissons la frontière de la morale pour entrer dans celle de la stratégie pure. Le machiavélisme de l'apparence n'est pas une apologie de la vanité, mais une reconnaissance froide de la manière dont le pouvoir fonctionne réellement. Si le monde est un théâtre où l'on juge le livre à sa couverture, alors le masque de la richesse devient un outil d'infiltration et d'ascension politique et sociale indispensable pour celui qui part de rien. S'inspirant de la pensée de Machiavel, pour qui « chacun voit ce que tu parais, peu ressentent ce que tu es », ce chapitre explore l'utilisation tactique du simulacre. Nous analysons comment la projection d'une image de réussite permet de court-circuiter les hiérarchies établies. En adoptant les codes visuels de l'élite, langage, posture, esthétique, l'individu crée une réalité alternative qui force les portes habituellement fermées. Ce masque agit comme un cheval de Troie social. Il désarme la méfiance des puissants et attire la loyauté de ceux qui cherchent un leader à suivre. Nous décortiquons les techniques de gestion de l'impression, comment cultiver un mystère autour de ses ressources, comment utiliser le peu que l'on possède pour suggérer l'abondance, et comment transformer l'apparence en une forme de capital politique. Ce chapitre démontre que dans l'arène sociale, la perception de la force est plus utile que la force elle-même. Cependant, ce jeu comporte des risques.
Nous abordons la tension psychologique entre l'être et le paraître, et le danger de s'oublier derrière le masque. Mais pour celui qui maîtrise cet art, l'apparence cesse d'être une prison pour devenir un levier. Ce chapitre est un guide pour ceux qui refusent que leur origine dicte leur destination, leur apprenant à utiliser l'illusion comme un pont vers une influence bien réelle. Briser le cycle. Après avoir analysé les mécanismes brutaux de la perception sociale, ce chapitre se concentre sur la reconstruction intérieure. Vivre dans un environnement matériel impitoyable où l'on est constamment jugé sur ses avoirs finit par altérer la structure même de l'ego. Briser le cycle, c'est d'abord briser le miroir déformant que la société nous tend et cesser de mesurer sa valeur d'homme ou de femme à l'aune de sa réussite financière apparente. Nous explorons ici la stratégie de la dissociation souveraine. Il s'agit d'apprendre à séparer radicalement sa situation économique de son identité profonde. Ce chapitre propose des outils psychologiques pour stopper l'internalisation du mépris social. Pour restaurer l'estime de soi, il faut comprendre que la pauvreté est une circonstance et non une caractéristique de l'âme. Nous analysons l'importance de cultiver une richesse intérieure invisible, savoir, compétences, résilience, réseau de solidarité, qui agit comme un bouclier contre les agressions du monde extérieur. Le chapitre détaille également des stratégies de repositionnement social. Comment reprendre la parole sans s'excuser d'exister ? Comment transformer la colère née de l'injustice en une énergie de bâtisseur ? Nous voyons que le respect de soi est la première étape pour forcer le respect des autres. En changeant son propre regard sur sa condition, on modifie la fréquence sur laquelle on communique avec le monde. Enfin, nous abordons la notion de succès alternatif. Briser le cycle, c'est aussi redéfinir ce que signifie réussir. Ce chapitre est un guide pratique pour sortir de la dépendance au regard des autres et pour reconstruire un socle de dignité inébranlable permettant de naviguer dans la jungle matérielle avec la tête haute, même lorsque le chemin est semé d'embûches. Au-delà des apparences, dans cet ultime chapitre, nous atteignons le sommet de notre réflexion. Après avoir appris à naviguer dans les eaux troubles du paraître et du machiavélisme social, nous posons la question fondamentale. Quelle est la finalité de cette lutte ? Si l'or permet d'ouvrir les portes, seule la sagesse permet de rester dans la pièce et d'y laisser une trace indélébile. Nous explorons ici le moment de bascule où l'autorité morale et intellectuelle finit par éclipser l'éclat superficiel de la richesse. C'est le triomphe de l'être sur l'avoir. La sagesse devient plus forte que l'or lorsqu'elle atteint une telle densité qu'elle n'a plus besoin de preuves visuelles pour exister. Nous analysons le concept de l'autorité intrinsèque, cette force tranquille qui émane de ceux qui ont traversé l'ombre et en sont revenus avec une connaissance profonde de la nature humaine. Alors que la richesse peut être perdue en un instant, la sagesse est une possession inaliénable qui commande un respect que l'argent ne pourra jamais acheter. C'est la différence entre le pouvoir qui est imposé et l'influence qui est inspirée. Mais comment parvenir à cet état ? Ce chapitre détaille le passage de la stratégie à l'authenticité. Il explique comment, une fois les codes sociaux maîtrisés, il est impératif de s'en détacher pour ne pas devenir l'esclave de son propre masque. Nous voyons comment cultiver une richesse de l'esprit par l'étude, l'expérience et l'empathie. En conclusion, ce chapitre nous enseigne que le véritable luxe est la liberté de ne plus avoir à prouver sa valeur. Lorsque vous parvenez à cette maîtrise, le monde ne voit plus votre habit ou votre compte en banque, mais la lumière de votre vérité. Vous n'êtes plus un acteur dans le théâtre des apparences, vous en devenez le spectateur éclairé, capable de transformer la réalité par la simple force de votre présence. L'éveil au-delà du paraître. Au terme de ce voyage à travers les méandres de la psychologie sociale, une vérité brutale mais libératrice s'impose. Nous évoluons dans un monde de miroirs où l'image précède trop souvent l'essence. Ce livre a été conçu comme une cartographie pour naviguer dans cette réalité impitoyable. Nous avons vu comment la première impression s'écrit en quelques secondes, comment la pauvreté agit comme une ombre occultant vos talents les plus brillants, et comment le respect conditionnel tente de réduire votre valeur à votre pouvoir d'achat. Cependant, l'objectif de cet ouvrage n'est pas de vous résigner à jouer un rôle superficiel, mais de vous donner les armes pour reprendre le contrôle. En comprenant l'ingénierie du prestige et le machiavélisme de l'apparence, vous apprenez à franchir les barrières érigées par les préjugés. Vous
Vous apprenez à porter le masque non pas pour vous perdre, mais pour infiltrer les espaces qui vous étaient fermés et y faire entendre votre voix. Mais le véritable message de ce livre réside dans la transition finale, passer du paraître à l'être. La survie exige de maîtriser les codes de l'image, mais l'accomplissement demande de les transcender. En brisant le cycle de l'autodépréciation et en refusant de vous laisser enfermer dans les prisons des attentes, vous découvrez que la dignité ne s'achète pas, elle se conquiert par la sagesse et l'authenticité. Ce livre est un rappel que si l'or peut forcer le respect des yeux, seule la force de votre caractère et la clarté de votre esprit commanderont le respect des âmes. Ne soyez plus la victime du regard des autres, devenez le maître de votre propre récit. Dans un monde qui nous demande sans cesse de nous masquer pour exister, faites de Bibliovoix votre refuge de vérité. Rejoignez-nous pour qu'ensemble, nous redécouvrions la richesse qui ne s'affiche pas, mais qui se ressent.